Tiers-livre, atelier d'écriture, été 2019, ça s'appelle Pousser la langue et c'est la proposition numéro 9. Alors, où on en est? Faisons un petit point. Juste d'abord sur la spécificité du titre, Pousser la langue. Vous savez que l'été dernier, on a vécu une expérience absolument magique. Je m'étais dit, je propulse des tas de propositions, il y en a eu 45, qui toutes allaient vers la ville, écrire la ville, construire une ville. Alors évidemment, ces propositions, elles étaient, j'allais dire minimum, c'est pas la question, mais elles permettaient de rassembler brique après brique, mais elles permettaient de rassembler brique après brique quelque chose qui grandissait, grossissait, s'accumulait, fabriquait. La ville écrite qui était notre but, et ça a été évidemment, j'allais dire jouissif. Osons le mot. Cet hiver, je me suis dit qu'on allait travailler encore plus précisément cette question de la construction de récits. On est parti sur l'idée de construire une nouvelle, travailler sur des univers différents de fabrication de nouvelles pour arriver tout au bout à cette proposition numéro 10 qui était chacun écrit enfin, ou avec tout ce qu'on a traversé, la mécanique d'une nouvelle, et produit ce texte qui du coup évacuait tous les exercices précédents et les rassemblait dans un texte construit. Par contre, c'était ça mon point de départ, c'est-à-dire dans cette idée de la ville, la langue forcément se modèle selon ce qu'elle décrit, mais j'allais dire qu'elle était toujours un petit peu à la fois l'outil, mais en même temps au second plan derrière le thème. Et cet été, je me suis dit, on part sur une quinzaine de propositions, avec les interstices là qu'on s'est permis transversalement, et qui soient expérimentées autre chose, c'est-à-dire on fait travailler les catégories de langue, la ponctuation, les récurrences, comment, par exemple, avec toute cette série très belle de textes que vous m'envoyez à partir de la Poterne des Peupliers de Jacques Roubaud, comment installer des blancs dans le texte, on peut supprimer, mettre à égalité tous les syntagmes et puis laisser respirer quelque chose de flottant, sans plus de verticalité. Qu'est-ce que ça change à notre usage de la langue, de la faire travailler ici, travailler là, etc. Alors, évidemment, il y a le contrepoint. C'est ceux qui me disent « Ah ouais, mais je ne vois pas venir l'ensemble que l'an prochain, l'an dernier. Mais je ne vois pas se construire ce long récit, cette fabrication autorisée par l'atelier de l'été dernier. » Ben non, c'était pas le but. Par contre, alors vous savez que j'ai jamais travaillé à cette échelle, du coup je fais grand chose d'autre pour moi cet été, mais c'est pas grave. Mais par contre j'en profite là, je crois que c'est une interrogation lourde et profonde là sur les 2 ans qui se dessinent. C'est comment rendre ça permanent, comment installer même peut-être des parcours individuels, pourquoi pas, dans la mesure où, là, par exemple, je crois que vous êtes largement une centaine à travailler à cet atelier, mais chacun à son rythme. Il y en a qui s'y mettent tout juste, il y en a d'autres qui ont eu des interruptions dans l'été, donc tout ça, bon, il faut qu'on en discute ensemble. En même temps, jamais j'avais mené une expérience en ligne à ce niveau-là. Qu'est-ce qui rend ça possible? C'est l'interactivité, l'interaction. C'est-à-dire, il y a, à l'heure actuelle, je viens de regarder à l'instant, on en est à plus de 1100 contributions sur les 8 propositions, plus les interstices, pardon. Donc, disons les 10 propositions existantes à cet atelier. Et surtout, il y a plus de 3200 commentaires, c'est-à-dire où vous parlez de vos textes les uns les autres, sans parler de ce qui se passe sur Facebook, et sans parler du rapport que moi, j'en suis à 987 emails reçus depuis le début concernant cet atelier. D'où, quelquefois, il faut que je gère la patience, parce que, effectivement, je réponds 1 heure, 2 heures par jour, et après je peux en faire trop. Vous pouvez vous plonger dans un univers, un texte, repartir sur
ce qui se passe là, mais une fois que vous avez fait 4 ou 5, wow, vous êtes naze, quoi. On ne peut pas faire ça mécaniquement. Donc en gros, je m'en tire, mais j'ai un petit sas de 10 jours de réponse. Allez, ça c'est, on n'est pas dans l'atelier, la proposition là. Accélérons. Pourquoi je prends ce petit détour? Parce que précisément, dans tous ces échanges, et en particulier ceux que j'ai directement avec vous, dans ces mails, ces retours mails individuels, il y a toujours un moment où moi, je suis accroché au texte par la frustration qu'il m'induit. Entendons-nous bien, une frustration positive. C'est-à-dire que le texte que je lis, se dire à ce moment précis, ce truc-là, d'accord, c'est un bon exercice. Mais à quoi ça ouvre? Quel livre ça dessine? Quel projet plus large que lui ça dessine? Et là, je pense qu'il y a une bifurcation par rapport à l'été dernier, mais justement que là, dans ce dernier tiers d'atelier, on peut prendre en compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les textes ne se sont pas emboîtés, accumulés pour fabriquer un objet récit. Ce n'était pas le propos. Par contre, à mesure qu'on essaye ici, qu'on essaye là, qu'on construit ici, il y a pour chacune d'entre vous des pics d'intensité, des pics de résonance. Et souvent, quand on commence à regarder, là sur 10 textes, à quel moment s'est produit ce pic d'intensité, ce pic de résonance. Par exemple, là, la proposition Peter Hank, par exemple, les très beaux textes qui me sont revenus sur fenêtre, et comment vous avez tous pigé cet exercice, alors qu'a priori, c'était vraiment fragile, tangent. Eh bien, une fois qu'on a ce pic d'intensité, on voit que sur les 10 propositions, il y en a 2 ou 3 qui sont déjà dans cet univers. C'est pour ça aussi que j'ai voulu explorer cette idée de maison dont on n'a plus que des souvenirs lacunaires, partiels. Et là encore, hein, c'est-à-dire comment la spatialité travaille à l'intérieur de ces textes, comment c'est des spatialités intérieures. Ça n'empêche pas des places publiques, des arrêts de bus, l'exercice description aussi à provoquer de ces pics d'intensité. Vous voyez où je veux en venir? Vous avez écrit 8 ou 10 propositions. La plupart d'entre vous, vous les avez fait dans l'ordre, et ça je crois que c'est important, parce que c'est le cheminement, le parcours qui donne l'intensité de ce genre de travail. Il y a un texte dans vos 10 contributions pour lequel vous sentez qu'il s'est passé quelque chose de plus. Ne me dites pas que sur les 10, il n'y en a pas un pour lequel ce soit le cas, quelles que soient vos réticences ou vos gênes. Ce texte-là, si on le place au début d'un fichier, eh ben, il va appeler 2 ou 3 autres dans les 10 contributions. Et puis ces 2 ou 3 autres, s'ils se placent là, déjà ça définit une ligne, déjà ça définit un territoire, déjà ça définit un univers. Je ne veux pas dire que sur les 10 textes que vous avez écrits, tous vont s'emboîter sur cette relecture de ce qui a été fait par la notion d'intensité. C'est quoi l'intensité? C'est la prodige d'être allé plus loin dans l'écriture? Non, c'est justement ce à quoi ça ouvre plus loin, au-delà, sur des personnages, sur une histoire, sur des lieux, sur une aventure de récit. Alors, où ça nous amène? Ça nous amène à cette phase totalement intermédiaire où aujourd'hui, ce que je veux vous demander, c'est d'aller faire cette relecture de vos propositions, d'aller chercher, on l'a déjà dégagé avec un petit nombre d'entre vous, et sur ce texte que vous aurez élu, partir sur des hypothèses. Le mot-clé aujourd'hui, ça va être hypothèse. Allez, je lâche tout, là, j'ai fait le déclic, ça a été la semaine dernière, allez, je dis jeune auteur, parce qu'il a 30 ans de moins que moi, mais déjà ça fait plus très jeune, 30 ans de moins que moi, qui voulait une lettre de recommandation pour un projet. Du coup, je dis, mais il m'envoie ce projet de livre. C'était se rendre dans une ville européenne, une capitale, tout simplement parce qu'en faisant des recherches généalogiques sur sa famille, bon, si t'écoutes, mec, tu t'occupes pas de l'indiscrétion. Je veux pas être indiscret. C'est l'imaginaire. L'imaginaire, ça appartient à tout le monde.
Dans cet arbre généalogique, il y a un truc blanc. Il y a un type qui part. Et puis, tout ce qu'il arrive à savoir, c'est que ce gars-là est allé dans cette ville étrangère où lui veut aujourd'hui se rendre, qu'on n'a plus de traces, simplement qu'il y a eu un enfant. Donc, son projet, c'est ça, c'est-à-dire se rendre dans cette ville et puis commencer l'enquête, mais l'enquête dans le présent, à 150 ans de distance. Comment on s'organise pour qu'il y ait cette année avant la disparition complète, et puis qu'en même temps il y ait cette trace, cet enfant déclaré au registre d'état civil. Et là, pour moi, cette question de l'hypothèse et de l'enquête, elle s'est imposée avec force. À la limite, ça suffit pour écrire. Maintenant, peut-être vous suivez, c'est plein de livres forts qui circulent, et je vais parler de livres d'Hélène Gaudy, Un monde sans rivage. De quoi il s'agit? C'est le contraire d'Antonin Crème, parce que ces types qui, en 1897, quelque chose comme ça, ont décidé de rejoindre le pôle Nord en ballon. Ils partent. Et puis ils disparaissent. Par contre, en 1930, 30 ans après, on retrouve sur un coin de banquise les corps, les bribes d'un journal très dégradé, de toute façon qui n'est pas fini, et puis quelques rouleaux de pellicules photos qui n'ont évidemment pas été développés, mais qui ont été conservés. Le livre d'Hélène Gaudy, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est roman? Est-ce que c'est fiction? Non, c'est toujours l'épreuve du réel. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans cet appel du blé? Qu'est-ce qui se passe dans cet appel de l'aventure? Qu'est-ce qui se passe dans cette attente et cette approche de la mort? Et le livre devient fascinant. Pourquoi? Parce qu'enquête est toujours ce travail avec hypothèse. On revient à ce mot hypothèse. Alors, peut-être, évidemment, toujours je radote un petit peu, mais c'est pas... Je crois que le pacte qu'on fait en atelier d'écriture, il n'y a pas d'objectivité dans la bibliothèque de travail qu'on utilise. Je crois que la force, puisque dans ce groupe qu'on constitue tous ensemble, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous, toutes et tous, qui animent eux-mêmes des structures ou des ateliers ou des associations d'écriture. C'est la cohérence que cette bibliothèque peut avoir avec votre propre recherche. Il n'y a pas d'outil objectif, mais ça n'empêche pas de partager la recherche à partir de ce que chacun définit par affinité comme étant ses outils privilégiés. Par exemple, là, je viens de regarder. Je vais souvent parler de Anne James Chatton, ce livre qui s'appelle « Elle regarde passer les gens ». Là, par contre, il y a des traces, je pense, par-ci, par-là, dans mon site. Puis je ne sais même plus, moi aussi, je m'y perds un petit peu. Mais en tout cas, c'est un livre à partir duquel j'ai fait très régulièrement de très forts ateliers d'écriture. C'est paru il y a 3 ans. Donc ça fait 2 ans que je l'utilise en atelier. Je ne l'ai pas fait dans le cadre de ces ateliers en ligne. Je ne l'ai pas utilisé sous forme de vidéo. Je l'ai utilisé plein de fois sur le terrain. Et je ne veux pas en parler plus parce que dans ce que je rumine, il y a aussi déjà... Bon, on a fait ce truc sur la ville, sur la nouvelle. Là, on a travaillé sur la langue et on va continuer. Je crois qu'il me manque encore une espèce de gros territoire qui serait les personnages. Évidemment, on a toujours frôlé ces trucs-là. Personnages, action, visage, scène, dialogue. Et il y aurait de quoi faire aussi un prochain atelier d'été. Mais on a le temps, tout ça... J'ai l'impression que là, moi, je suis à 66 balais, 25 ans d'atelier d'écriture et que je suis dans une phase où il faut à la fois que je rassemble et que je fabrique. Ce qui serait un territoire et une autre façon de l'explorer. Bon, en tout cas, c'est pas de « Elle regarde passer les gens » que je veux vous parler. Par contre, Anne James, je le garde là dans la proximité. J'ai parler de ce livre qui est paru juste là au printemps chez POL, L'affaire La Pérouse, et on est exactement sur ce même principe dont je vous ai parlé à propos d'Antonin Crème ou d'Hélène Gaudy. Vous savez, le naufrage de la Pérouse, on est au XVIIe siècle, 2 bateaux qui partent pour le tour du monde, disparaissent, et puis
bon, quelque chose de légendaire, mais je dis XVIIe siècle, pardon, je suis vraiment des bêtises. On est à l'époque de Louis XVI, et la légende veut que Louis XVI, au moment de monter sur l'échafaud, dit « On n'a toujours pas de nouvelles de monsieur de la Pérouse », mais en tout cas, c'est bien cette question du mythe, de l'exploration, de l'aventure, de la mer, et tout ça. Comment il marche ça? Quel défi se donne à James? On n'a rien, on n'a pas d'élément matériel, on n'a aucun élément concret. J'ai déjà abordé ça sur cette question du souvenir lacunaire à propos de maison. C'est-à-dire que nous, on a 2 ou 3 poignées de texte. On a des textes qui font 20 lignes, une page et demie, et 5 lignes. On a 4-5 textes qui se rassemblent et qui définissent des points communs, parce qu'on voit tel personnage par exemple dans ces textes totalement magnifiques qui me sont parvenus ou que j'ai lus sur le blog à partir de La poterne des peupliers de Jacques Roubaud. Personne n'a échappé à cette espèce de surgissement de l'humain à distance, ces personnages qui surgissent de loin et disparaissent sitôt passé le texte. C'est-à-dire que on pourrait travailler aussi là-dessus. Ça aussi, je l'ai fait en atelier à partir de Ragoubert, de Modiano, un archétype du récit d'enquête dont on peut se servir. Qu'est-ce qu'il fait un James Chatton pour aligner 180 pages sur quelque chose à propos duquel on n'a aucune trace? Eh bien, il fait des hypothèses. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a exactement 24 hypothèses. Hypothèse 21, la pré-révolution, et ça fait 3 pages. Hypothèse 22, le suicide, et ça fait 2 pages. Peut-être qu'il n'y en a que 22. Pardon, 22 et pas 24. Si je remonte, hypothèse numéro 11, la mutinerie. Et il y a, pareil, 2 pages, avec chaque fois un prologue, et puis ensuite des explorations. Hypothèse 11, la mutinerie. Il se pourrait que le fameux Fletcher Christian, après avoir mené la mutinerie sur le navire La Bounty, ait rejoint clandestinement un port du Pacifique, se soit embarqué incognito sur l'Astrolabe, sous le faux nom de Thomas Chrétien, fusilier de son état. Plusieurs indices plaident en faveur de cette hypothèse. Le nom, d'abord, Thomas Chrétien, apparaît sur l'état général et nominatif des officiers, savants, artistes et marins embarqués sur les frégates La Boussole et l'Astrolabe aux ordres de monsieur La Pérouse. Chrétien, Christian, le renégat aura tout simplement francisé son nom afin de passer inaperçu. On ne peut pas lire ça sans sourire quand on a vu tous le film Les Révoltés du Bounty, mais ça fait rien, ça marche. Et en attendant, la page s'est écrite, ça veut dire que le temps, l'attention, le temps qu'on passe à lire le récit, l'imaginaire, lui, se fixe sur des réalisations potentielles. Les faits de réalité, on est dans le roman, mais on est dans le roman non pas parce qu'il vous décrit une scène, on est dans le roman parce que vous, lecteur, vous fabriquez la scène le temps que se déplie cette hypothèse, même si, évidemment, là, elle prête totalement à sourire. La chronologie des faits, ensuite. Autre élément troublant, les avis divergents sur le destin de Christian alias Chrétien. 4e indice important, Thomas Chrétien est noté sur « Enfin, les archives de la marine ne conservent aucune trace des origines de ce Thomas Chrétien. Le scénario, dès lors, est limpide. » Le mot scénario est là et va compter. Hypothèse numéro 10, le continent fantôme. Se sera-t-il détourné de sa mission première, voulant explorer les terres australes à la recherche du continent méridional et passant outre aux recommandations du capitaine Cook qui arrivait au point de latitude 25 ou 26 degrés sud, considérant le témoignage de Pedro Fernandez, lequel dit, etc. Vous savez que l'Antarctique n'a été découvert qu'au XIXe siècle, à partir de l'hypothèse de physiciens qui prouvaient que la Terre, à cet endroit, recelait une masse, une matière. Donc un continent et qu'il fallait aller le voir. Cette hypothèse, en même temps, elle revient au voyage d'Arthur Gordon Pym, elle est extrêmement chargée littérairement. Il est très peu probable que monsieur de la Pérouse ait cherché à rejoindre l'Antarctique. Je vous ai mis des petits extraits habituels, enfin je vais le faire là dans l'heure qui vient. Hypothèse numéro 9, la malchance.
Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Hans James, il part sur les superstitions. Il aura vu un albatros se poser sur l'eau, un rat quitter le navire, un perroquet se lisser les plumes, la flamme bleutée d'une bougie. Il aura oublié d'asperger la coque d'eau. Vous voyez, c'est très léger, c'est presque rien. Hypothèse numéro 8, la mauvaise rencontre. Hypothèse numéro 6, l'assassinat. Hypothèse numéro 5, le fort coup de vent. Hypothèse numéro 4, la maladie. Hypothèse numéro 3, l'empoisonnement alimentaire. Hypothèse 2, la famine. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça, nous? Je cherche juste une dont je voulais... Vous avez vu par exemple dans la malchance, c'est-à-dire que dans toutes ces hypothèses, la force d'Anne James Chatton, c'est de jouer avec des accumulations qu'il ne va pas explorer à un double niveau. C'est-à-dire qu'il ne va pas explorer une hypothèse, il ne va pas construire une utopie ou une espèce de dépli fictionnel. Non, s'il nous en propose 22, moi c'est ça qu'à vous je proposerais. Je ne veux pas dire construisez 3 hypothèses à partir de tel point dans le texte sur tel personnage, tel lieu, et que cette hypothèse, là je lâche toutes mes cartes, enfin, ce soit quel livre y est à écrire, quel livre s'est écrit à partir de ce manque ou à partir de cette perspective sur le vôtre. Mais c'est de dire, peut-être si je vous dis écrivez-en 7 ou 8 des hypothèses, ça va être des choses, hypothèse 3 trucs, 7, puis il y aura 3 lignes et au revoir. Puis hypothèse 8, 3 lignes et au revoir. C'est pas ça que c'est pas le nombre qui compte. Ce serait plutôt le côté continu d'une recherche. C'est-à-dire, pensez-les au moins par 4. C'est-à-dire, il y a ce personnage, il y a cette ville, il y a cette maison, et il y a l'idée du livre, l'idée du récit. Hypothèse 1. Ce livre aura, vous pouvez très bien imaginer que ce livre existe, a existé, et le décrire comme existant. Projet à faire, ou projet qui a été fait, à vous de jouer. Mais en tout cas, c'est bien ce truc de comment va fonctionner la tête en lisant. C'est-à-dire en lisant la réalisation d'un possible, c'est pas le possible lui-même qui sera réalisé sous forme de récit. On a le temps. C'est la piste qu'on pourrait suivre pour écrire à partir de ce point précis, à partir de cette fenêtre qui a surgi à ce moment-là, à partir de ce souvenir de sol dès la première. Par contre, je vous incite à en faire plusieurs. 4. Puis s'il y en a d'autres qui viennent, accumuler. Là, par contre, on a bien trouvé, c'est pour ça aussi que c'est pas grave, moi, si je mets des fois 10 jours avant de répondre à un email, tout s'il m'arrive, et puis ça finit toujours par répondre. On est dans du rythme lent qui sédimente. On ne fait pas du manuscrit, on ne fait pas du livre comme ça, en se lançant d'un seul coup sur 3 jours. Hypothèse 9, la malchance, il aura. Hypothèse 12, son navire aura pu être attaqué par un animal marin, seul ou accompagné. Plusieurs spécimens répondent parfaitement au profil de l'agresseur. Et puis là, il en développe sur 4, 5, 6 imaginaires de ces choses-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer comme pour cette proposition 9. Proposer pour cette proposition, excusez-moi. Voilà, 6 chantiers que je voulais vous proposer cette semaine. Mes extraits de Anne James Chatton et La Pérouse, uniquement parce que c'est une provocation d'imaginaire, et uniquement parce que ce mot hypothèse, bon, probablement il y en a d'autres, je pense le dossier W, tiens, là, qui a écrit le dossier W? Emmanuel Heitzig, à l'aide ou le rapport W, tiens, ça ferait peut-être une proposition, c'est ça. L'important pour moi, c'est ça, ces moments de concentration, de rassemblement, et paf, on laisse se déplier. Ça ne veut pas dire que moi, mes propositions vont continuer. Une par semaine, on a encore le temps, on est juste à peine aux 2/3, aux 60% de l'atelier. Mais je ne compte pas que ce que vous avez écrit se rassemble dans une suite linéaire. Par contre, je prétends qu'à partir de tel point ou tel autre, et c'est quelque chose de totalement différent pour chacun, chacune, sur tel texte, vous avez senti
que là, il y a à aller plus loin. Aller plus loin, c'est difficile. C'est un choix de vie. On n'est pas forcément armé. Alors précisément, commençons de bâtir, de prendre des repères, d'établir des indicateurs. On va le faire, on va pas le faire. Ça, c'est le paradoxe d'un James Chatton dans La Pérouse. Est-ce qu'il règle la question de la Pérouse? Non. Est-ce qu'il nous invente une fin de la Pérouse, comme Hélène Gaudy raconte la fin de cette triste expédition des Suédois en ballon? Non. Mais les hypothèses, elles, vous auront mis en contact tout le long de la lecture avec ces possibles du livre, du roman, du poème, du recueil, de la construction que vous aurez établie. Et pour moi, donc, c'est vraiment un double fond. Le premier, c'est que, oui, travailler sur l'anticipation du projet de livre, de l'architecture, le faire en tant que possible. Justement, pourquoi c'est une hypothèse et pourquoi vous en mettez 4? Parce qu'ensuite, vous n'allez pas toutes les suivre. Peut-être qu'il y en a une qui s'imposera. Peut-être que ce fond souterrain, il va surgir précisément parce que vous vous serez mis en mouvement sur ces questions d'hypothèse. Donc, je suis à la fois sûr de moi sur cette question-là. C'est-à-dire reprendre parmi l'ensemble de ces textes, je m'excuse, je radote, mais j'ai besoin de sédimenter comme ça, l'endroit où pour vous, il y a une possibilité. En même temps, vous n'allez pas faire une déchet, c'est pas se dire, ça y est, je prends ce truc-là et je me lance dans ma recherche du temps perdu à cet endroit-là. C'est plus délicat, c'est trop délicat pour être appréhendé. Non, c'est juste dire que si je prends ce point qui tremble, où il y a du vide, où il y a de l'affect, où il y a du possible, ça peut être juste des lumières, ça peut être un lieu. Les hypothèses, c'est qu'est-ce que ça pourrait engendrer, comment on pourrait développer précisément cette instance fragile qu'il y a. Regardez quand vous avez travaillé ces textes à partir de l'œillet de Francis Ponge. On a des choses merveilleuses qui ne sont pas forcément ce que j'avais demandé, parce que le travail de Ponge, c'est reprendre et en même temps travailler un petit peu là aussi des accumulations, des étymologies, des notes sur l'écriture. Plus souvent, les textes sont venus comme des espaces de variation, c'est-à-dire que si on les publie, c'est pas un texte final et puis le chemin qui y a mené. C'est que 5 fois, on est venu sur ce plan-là, ce point précis, et que ce rapport qu'on a eu à ce point précis, 5 fois de suite, ça a permis de le déplacer, le modifier. Donc plusieurs fois, moi, j'ai eu le réflexe de dire, mais c'est pas sur ce texte-là que j'ai ni à critiquer, ni à changer ou suggérer des modifs, des corrections. Ce que je ne me suis pas privé de faire avec chacun d'entre vous, c'est dire qu'est-ce que ce serait bien sur ce qui se passe ici, de le faire sur une dizaine d'objets similaires. Voilà, j'en ai dit assez. Je vous laisse simplement en compagnie d'extraits d'Anne James. Vous voyez, il n'y a rien là même qui concerne la phrase ou la langue, contrairement à ce qui nous rapproche. On est vraiment dans le mental. Et là, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. C'est-à-dire comment le mental peut organiser des fictions de livres. Et là, nos bibliothèques sont pleines de ce genre de réalisation, avec simplement le fait que c'est pas du délire, l'imagination. C'est pas gratuit, c'est pas fabriqué de... Non, c'est comment ce qu'on va développer sous forme d'hypothèse reste toujours au plus près, au plus précis, au plus cohérent de ces éléments qui sont déjà évoqués dans ce texte. Ce personnage qui passe à cet endroit-là de votre exercice numéro 5, Poterne et Peuplier de Jacques Roubaud, ce personnage-là, dont vous savez rien, qu'est-ce que ça peut être?
les hypothèses concernant ce ou cette personnage et les hypothèses concernant le livre, le récit, qui rendrait compte de ce qui est juste une petite ombre discrète dans le texte que vous avez écrit. Et moi, j'ai besoin de ce rassemblement pour que les propositions suivantes ne soient pas un truc, et puis un autre, et puis un autre, mais qu'on commence malgré tout à structurer ce qui s'est passé pour que ça fasse pour vous une caisse à outils, une malle au trésor, un endroit où il soit possible de revenir pour continuer l'écriture. Est-ce que c'est proposition numéro 9 ou juste étape numéro 9 ? Je préférerais presque la suivante. L'idée, on est à un moment où il s'agit de faire retour, et que faire retour, ce soit le dépli totalement symétrique, hypothèse, anticipation, sur ce qu'il serait possible de construire. Alors là, je ne dis plus rien. Là. Ben, on s'arrête là. Mais vous voyez ce double mouvement. On se retourne, on prend l'ensemble, on voit ce qui résonne, on voit là où soi-même, on a touché quelque chose d'important par rapport à soi-même. Mais peut-être que justement, on a laissé juste le rideau se refermer. Et puis, pour prendre ce point-là, ben on le déplie dans ce qui n'a pas forcément existence. Et on ne s'astreint pas de dire, voilà le plan du livre que je vais faire pour développer ça. Non, on fait des hypothèses concernant ces livres, ces récits, ces films, ces tâches, ces enquêtes à se déterminer pour soi-même, ou on les suppose réaliser, ou bien des hypothèses qui concernent directement ce qu'est devenu la maison, ce qu'est devenu le personnage, ce qu'est devenu le lieu. On revient au point de départ. C'est-à-dire que tout se passe dans qu'est-ce qu'il y aura dans mon propre imaginaire, ma propre recomposition mentale, par le fait même que lisant vos 4, vos 6, vos 8 hypothèses différentes, je vais être moi en train de gamberger à cet objet qui n'était qu'un petit fantôme, qu'une lueur, et qui prend épaisseur parce que je vais rester avec tout le temps de cette lecture. Et là, on est dans une étape qui finalement, pour chacun qui écrit, un moment décisif, la gamberge d'avant-travail. Simplement, on fait de la gamberge d'avant-travail la matière même de notre écriture. On chemine vers Henri Michaud, vous verrez qu'on a là, avec Anne-James Chaton, fait un grand pas vers ce qu'on approche. À la semaine prochaine.